Le soir même de son mariage, Élise apprend que l'homme qu'elle vient d'épouser n'est pas celui qu'il prétend être. Faux nom, faux métier et une autre femme dans l'ombre. Plutôt que de fuir, elle décide de jouer le jeu et de piéger le manipulateur à son propre piège. Le mariage avait été un rêve éveillé. Élise, 28 ans, brune aux yeux verts étincelants, vêtue d'une robe ivoire aux broderies fines, se tenait devant l'autel, aux côtés de Julien, son mari fraîchement épousé. Un homme de 35 ans, grand, élégant, le regard d'un bleu perçant. Tout le monde avait levé son verre à leur bonheur. Mais au moment où elle posa sa tête sur l'oreiller de la suite nuptiale, un détail l'empêcha de fermer l'œil. Une phrase de Julien, glissée à voix basse au téléphone plus tôt dans la soirée. « Ne t'inquiète pas, je rentre bientôt ». À qui parlait-il? Pourquoi cette voix était-elle si douce? Presque intime. Élise essaya de chasser l'idée d'un simple malentendu, mais la graine du doute avait déjà germé. Elle se promit de surveiller discrètement, de voir si son intuition avait raison. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que la nuit de noces n'était que le prologue d'un piège savamment monté et qu'elle serait celle qui le refermerait. Le lendemain, alors que la lumière dorée du matin traversait les rideaux, Élise observa son mari. Julien dormait paisiblement, ses cheveux châtains légèrement ébouriffés, l'air vulnérable. Pourtant, derrière cette apparence, elle pressentait un masque. Il avait toujours parlé de son travail dans l'import-export avec une confiance parfaite. Mais jamais elle n'avait vu un seul document, ni rencontré un collègue. En fouillant innocemment dans la veste qu'il avait portée la veille, elle découvrit un reçu d'un hôtel situé dans une autre ville, daté d'à peine 3 jours. Une seule chambre, payée en espèces. Le cœur d'Élise se serra. Elle décida de ne rien dire, pas encore. La colère brûlait, mais elle savait qu'une confrontation directe ne ferait que pousser Julien à raffermir ses mensonges. Elle voulait le prendre au piège, avec des preuves irréfutables. Elle prit une décision, entrer dans son jeu, le laisser croire qu'elle était l'épouse naïve et comblée, tout en devenant son ombre silencieuse. Quelques jours plus tard, Élise proposa à Julien de déjeuner dans son bureau. Il refusa poliment, prétextant une réunion importante. Une heure après, Élise, vêtue d'un manteau beige et d'un foulard qui dissimulait partiellement son visage, se rendit discrètement à l'adresse supposée de son entreprise. Là, stupeur. Aucune société à son nom. Ni plaque, ni signe d'activité. Un simple immeuble administratif au couloir impersonnel. Un gardien lui confirma qu'aucun Julien Morel ne travaillait ici. En rentrant, elle trouva son mari déjà installé dans le salon, détendu, une tasse de café à la main. « Ma réunion a été annulée », dit-il avec un sourire charmant. Élise, en surface sereine, sentit ses suspicions s'alourdir. Il mentait. Et s'il pouvait mentir aussi facilement sur son métier, que cachait-il encore? Elle comprit qu'elle devait frapper plus fort, trouver un moyen de savoir où il allait réellement quand il quittait la maison. Élise savait que les réponses se cachaient dans le téléphone de Julien, mais il verrouillait toujours son écran d'un code à 6 chiffres. Une nuit, feignant de dormir profondément, elle observa discrètement ses gestes lorsqu'il déverrouilla l'appareil. 3 chiffres lui restèrent en mémoire. Le lendemain, elle tenta plusieurs combinaisons dans la salle de bain, profitant d'un moment où il prenait sa douche. À la 3e tentative, l'écran s'ouvrit, les mains d'Élise tremblaient. Parmi les appels récents, un nom revenait souvent. Ah, et des messages. Tendre. Tu me manques, je rêve de toi ce soir. Chaque mot était un coup de couteau. Pourtant, elle ne céda pas à l'impulsion de hurler. Elle referma le téléphone, remit tout à sa place et se força à sourire lorsque Julien sortit de la salle de bain. Il ne devait pas savoir qu'elle savait, pas encore. Elle allait le laisser creuser sa propre tombe, et elle avait désormais une piste claire, découvrir qui se cachait derrière cette mystérieuse initiale. Une semaine plus tard, Julien annonça qu'il devait partir 2 jours pour conclure un gros contrat à Lyon. Il embrassa Élise sur le front, chargea sa valise dans le coffre et partit, sûr de lui. Élise attendit 2 heures, puis sortit discrètement. Elle prit sa petite voiture citadine et suivit, grâce à une application de localisation qu'elle avait installée sur son téléphone à lui, dissimulée derrière une application météo. Elle découvrit vite que Lyon n'était qu'un prétexte. Julien s'arrêta dans une ville voisine, devant un immeuble ancien aux volets bleus. De là, il entra et une femme apparut à la fenêtre quelques minutes plus tard, souriante, les cheveux blonds tombant sur ses épaules. Élise sentit son cœur se glacer. Cette femme, c'était peut-être A. Elle nota l'adresse, prit quelques photos depuis la rue et repartit sans se faire remarquer. La colère montait, mais l'excitation aussi. Elle n'était plus seulement une épouse trompée, elle devenait une stratège, prête à faire tomber son mari avec des preuves irréfutables. Lors d'un dîner avec leurs amis, Julien joua à la perfection son rôle d'époux parfait. Il riait, racontait des anecdotes charmantes, prenait la main d'Élise avec tendresse. À plusieurs reprises, il lui caressait la joue, comme pour rappeler à tous leur complicité. Mais Élise, derrière son sourire impeccable, se sentait comme une actrice dans un film dont elle connaissait déjà la fin. Chaque geste tendre n'était plus qu'une manœuvre de dissimulation. Elle profita du dîner pour sonder discrètement leurs amis. Poser des questions anodines sur ses déplacements, ses habitudes. Personne ne semblait savoir qu'il menait une double vie. Cela signifiait qu'il contrôlait parfaitement ce qu'il montrait de lui. Ce soir-là, Élise comprit que pour le détruire, elle devait attendre le moment où son masque tomberait, devant témoin.
Un scandale public serait plus efficace qu'une confrontation intime. Elle devait donc préparer une scène où la vérité éclaterait de façon irréversible. Le destin offrit à Élise une alliée inattendue. Un après-midi, alors qu'elle suivait discrètement Julien, elle croisa une femme brune, la quarantaine, qui semblait l'observer aussi. Elles se retrouvèrent, par hasard ou non, à quelques mètres de l'immeuble au volet bleu. La femme finit par l'aborder. « Vous aussi, vous le suivez ?» Élise, d'abord sur la défensive, apprit que cette inconnue s'appelait Sophie et qu'elle était la sœur de A. Sophie connaissait Julien sous un autre nom et savait qu'il mentait. Elles échangèrent leurs informations respectives, chacune complétant le puzzle de l'autre. Julien n'était pas un homme d'affaires, mais un escroc qui vivait au crochet de femmes qu'il séduisait avec des histoires inventées. Pour Élise, cette rencontre fut un tournant. Non seulement elle était plus seule, mais elle disposait désormais d'un témoin prêt à confirmer ses découvertes. Le plan de vengeance prenait forme. Pendant plusieurs semaines, Élise et Sophie travaillèrent dans l'ombre. Elles rassemblèrent factures, relevés bancaires, copies de messages, photos de ses allées et venues. Plus elles avançaient, plus elles découvraient l'ampleur de la tromperie. Julien avait non seulement une double vie sentimentale, mais aussi plusieurs identités utilisées pour soutirer de l'argent. Elles trouvèrent même un ancien article de presse mentionnant un homme ressemblant étrangement à Julien, accusé d'arnaque amoureuse à l'étranger. Élise vit imprimer toutes les preuves, les rangeant dans un dossier noir qu'elle gardait caché dans une boîte à chaussures. Ce dossier était devenu son arme la plus puissante. Elle savait qu'au moment opportun, il ferait exploser le monde soigneusement construit de Julien. Mais elle n'était pas encore prête à agir. Elle voulait frapper quand il se sentirait au sommet de sa confiance. Un soir, Julien annonça qu'il voulait organiser une grande soirée chez eux pour fêter un nouveau contrat important. Il invita amis, collègues imaginaires et bien sûr A, qu'il présenta à Élise comme une associée de longue date. Élise, jouant la parfaite hôtesse, accueillit tout le monde avec le sourire. Mais sous la table du salon, dissimulé sous un petit meuble, un enregistreur tournait déjà, prêt à capter chaque parole compromettante. Elle savait que l'alcool détendrait les langues et que Julien, sûr de lui, baisserait la garde. Plus la soirée avançait, plus il devenait arrogant, se vantant de ses voyages et de ses réussites fictives. Élise se retint de réagir, chaque mensonge prononcé devant témoin serait une mèche de plus pour l'incendie qu'elle préparait. Après le départ des invités, Élise proposa à Julien un dernier verre. Il accepta, visiblement fier de lui. Elle l'écouta, feignant l'admiration, pendant qu'il parlait de ses projets professionnels. Mais dans sa tête, elle comptait les jours avant la chute. Cette nuit-là, elle envoya un message à Sophie. « C'est presque le moment, prépare-toi ». Elle savait que l'ultime étape serait publique, théâtrale, et qu'elle ne laisserait à Julien aucune chance de se défendre. Plus qu'une vengeance, c'était une délivrance qu'elle s'offrait, et elle voulait que le monde voie l'homme derrière les masques et le déteste autant qu'elle. Élise et Sophie passaient désormais de longues soirées ensemble, dans un café discret à l'écart du centre-ville, à peaufiner les derniers détails du plan. Les deux femmes étaient devenues de véritables conspiratrices, reliées par un objectif commun, démasquer Julien de manière à ce qu'il ne puisse jamais se relever. Sophie proposa une idée audacieuse. Organiser une confrontation en présence de plusieurs de ses victimes présumées. Grâce à ses recherches, elle avait réussi à contacter deux autres femmes qui avaient, elles aussi, cru aux histoires de Julien. Ces dernières, d'abord méfiantes, furent convaincues par les preuves rassemblées. L'alliance prenait de l'ampleur. Ensemble, elles fixèrent une date. La soirée se déroulerait dans un lieu public suffisamment fréquenté pour qu'aucune manipulation ne soit possible. Élise, de son côté, se préparait mentalement. Elle savait qu'elle devrait jouer un rôle jusqu'au dernier instant, même face à son propre mari, pour que le choc soit total. Julien, ignorant tout de la tempête qui s'annonçait, continuait à mener sa vie double avec assurance. Il avait même prévu un week-end romantique avec Élise, persuadé que tout allait pour le mieux. Élise accepta, jouant l'épouse ravie, et utilisa ce temps pour l'observer, mémoriser ses manies, ses sourires calculés, ses petites phrases destinées à la séduire. Elle savait que ce serait la dernière fois qu'elle verrait cet homme jouer son personnage devant elle. En parallèle, elle prépara le dossier noir pour qu'il soit prêt à être révélé en un instant. Documents numérisés, photos imprimées, enregistrement audio prêt à être diffusé. Elle vérifia chaque élément, veillant à ce qu'aucun détail ne puisse être contesté. Plus elle rassemblait ses preuves, plus elle se sentait forte. La peur avait laissé place à une détermination glaciale. Elle n'était plus la victime d'une trahison, mais l'architecte de la vengeance parfaite. Le jour choisi arriva. Le lieu, un restaurant chic mais ouvert au public, avec de grandes baies vitrées et une ambiance feutrée. Julien croyait qu'il s'agissait d'un dîner en amoureux organisé par Élise pour célébrer son succès récent. Lorsqu'ils arrivèrent, il fut surpris de voir d'autres personnes à la table. Sophie, les deux autres femmes, et même un homme qui avait été dupé dans une arnaque financière. Élise lui sourit, feignant l'innocence. « Chérie, je voulais que tu rencontres des gens que tu connais déjà. » Julien, pris de court, tenta un rire nerveux. Mais la tension monta immédiatement lorsque Sophie sortit la première série de preuves. Les photos,
Les messages, les relevés apparurent sur la table comme autant de coups portés à son mensonge. Les regards autour de lui devinrent accusateurs. Élise, toujours calme, se contentait d'observer. Le piège venait de se refermer. À mesure que les preuves défilaient, Julien perdit de son assurance. Sa voix, d'ordinaire posée, devint tremblante. Il tenta de nier, puis de minimiser, mais chaque argument tombait face aux documents et aux témoignages croisés. Les clients des tables voisines commencèrent à jeter des regards intrigués, certains chuchotant entre eux. La scène prenait des airs de tribunal improvisé. Élise, d'une voix ferme mais posée, prit enfin la parole. « J'ai cru t'épouser pour ce que tu étais, mais tu n'es qu'un personnage que tu as inventé. Ce soir, tout le monde le voit. » Julien tenta de se lever, mais un des invités le força à rester assis. La pression sociale était écrasante, et il comprit qu'aucune issue honorable n'était possible. La façade qu'il avait mis des années à construire venait de s'effondrer en quelques minutes. Après cette confrontation, Élise se leva, saisit le dossier noir et quitta le restaurant sous le regard médusé des clients. Julien, abattu, resta seul à la table, cerné par ceux qui l'avaient trompé. Sophie la rejoignit dehors, lui serrant la main. « Tu l'as fait », dit-elle simplement. Ce soir-là, Élise rentra seule chez elle. Elle retira son alliance et la posa sur la table de la cuisine, comme un point final à cette histoire. Elle savait que Julien tenterait peut-être de revenir, de s'excuser, mais elle n'écouterait pas. Elle se sentait étrangement légère. La douleur de la trahison avait été remplacée par un sentiment de puissance retrouvée. Elle avait repris le contrôle, et rien ne pourrait lui enlever cette victoire. La suite de sa vie restait à écrire, mais elle avait déjà décidé qu'elle ne serait plus jamais l'héroïne d'une histoire dictée par quelqu'un d'autre. Les jours qui suivirent furent étranges pour Élise. La maison paraissait plus grande, plus lumineuse, comme si chaque mensonge de Julien avait laissé une ombre désormais dissipée. Elle redécouvrit le plaisir des petits gestes simples. Boire un café en lisant, marcher dans le parc, écouter de la musique sans craindre une intrusion. Pourtant, la presse locale ne tarda pas à relayer l'histoire. Les photos prises par des clients du restaurant circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Julien y apparaissait pâle, défait, entouré de visages accusateurs. Les commentaires allaient bon train. Certains dénonçaient un manipulateur, d'autres saluaient le courage d'Élise. Elle choisit de ne rien répondre publiquement. Le silence était, à ses yeux, la réponse la plus élégante. Mais intérieurement, elle savourait chaque rumeur qui affaiblissait encore plus son ex-mari. Elle n'avait seulement gagné sa liberté, elle avait anéanti l'illusion qu'il avait créée. Ce qui surprit Élise, c'est à quelle vitesse la vérité se propagea. Les autres victimes de Julien contactèrent leur réseau, leurs amis, et bientôt, son nom devint synonyme de tromperie. Des messages d'anciennes connaissances affluaient, confirmant qu'il avait déjà joué ce rôle ailleurs, sous d'autres identités. Julien perdit rapidement ses relations d'affaires fictives, ses protections, et même l'accès à certains lieux où il aimait se montrer. Il n'était plus que l'ombre de l'homme sûr de lui qu'il avait été. Élise, de son côté, avait pris soin de transmettre certaines preuves aux autorités, non pas par vengeance pure, mais pour s'assurer qu'il ne pourrait plus recommencer ailleurs. Elle savait qu'avec son dossier, les enquêtes seraient rapides et précises. Ce n'était plus seulement son combat personnel, c'était une riposte collective contre un prédateur émotionnel. Un soir, plusieurs semaines après la confrontation, Élise reçut un message inattendu. Un simple « on peut parler », c'était Julien. Elle hésita à répondre, mais choisit de ne pas effacer le message. Elle le laissa là, sur son écran, comme un rappel que certains fantômes tentent toujours de revenir. Quelques jours plus tard, elle le croisa par hasard, dans une rue commerçante. Il paraissait amaigri, le regard fuyant, vêtu d'une chemise froissée. Sa voix n'avait plus cette assurance habituelle. Il demanda une chance, prétendant qu'il voulait expliquer. Élise se contenta de lui répondre « Les explications appartiennent au passé. Moi, je vis dans le présent. » Puis, elle tourna les talons, le laissant figé sur le trottoir. Elle comprit alors que la véritable victoire n'était pas seulement de l'avoir exposé, mais de ne plus ressentir la moindre emprise de sa part. Les mois passèrent, et Élise se reconstruisit. Elle s'inscrivit à des cours de photographie, voyagea seule, rencontra de nouvelles personnes qui ne connaissaient rien de son histoire passée. Elle avait appris à reconnaître les signes d'un manipulateur et à se faire confiance. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, elle voyait une femme plus forte, plus lucide et surtout libre. Le dossier noir, qu'elle avait conservé précieusement, ne servait plus d'arme, mais de souvenir. Non pas pour se complaire dans la douleur, mais pour se rappeler du chemin parcouru. Elle savait que d'autres femmes vivaient peut-être ce qu'elle avait traversé, et si un jour l'occasion se présentait, elle serait prête à leur tendre la main, tout comme Sophie l'avait fait pour elle. Un an après cette nuit au restaurant, Élise revint dans ce même lieu. Elle s'assit à la même table, commanda un verre de vin et observa la salle. Tout semblait paisible. Elle pensa à tout ce qui s'était passé. Le choc, la douleur, la colère, puis la vengeance et enfin la liberté. Son cœur, autrefois lourd, était désormais léger. En sortant, elle se dit que l'histoire était terminée. Julien n'était plus qu'un chapitre clos et sa vie continuait, plus belle que jamais. Elle avait appris la leçon la plus importante. Personne n'a le droit de réécrire votre vie à votre place. Et si quelqu'un essaye, vous pouvez toujours reprendre la plume. Alors, à celles et ceux qui entendent son histoire, souvenez-vous qu'on peut survivre à la trahison,
et en sortir plus fort. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où la vérité finit toujours par triompher.